On va parler des syndicats et l'intérêt général. Si vous voulez, lutte syndicale et intérêt général. Ne faudrait-il pas repenser le droit à la grève dans la fonction publique? C'est un texte de notre père, Koulibaly Khalilou, mais j'ai reformulé le texte pour qu'on aille un peu plus vite. Notre père nous dit, avec tout ce que tout le monde a vu là, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse réfléchir comment essayer de trouver une solution pour éviter les grèves intempestives dans la fonction publique? Parce que quand quelqu'un n'a pas mangé chez lui à la maison, il se réveille, il vient dire aux gens, comme je n'ai pas mangé là, je vais en grève. Bon, hier là, je vais vous donner un secret. Hier là, on les a invités sur la NCI. Il y avait 2 syndicats là, eux ne sont pas allés gréver. Il y avait 2 représentants du ministère et du gouvernement qui étaient là, et les 2 représentants des grévistes, qui étaient M. Cla Alain Charles et M. Bli Blé. On les a tous informés, hein. Une semaine avant, venez, vous allez donner votre part. 2-2, pour que chacun puisse dire la vérité aux Ivoiriens. Mais est-ce que vous savez que, à la dernière minute, c'est-à-dire 30 à 1 heure du temps avant l'émission, là, est-ce que vous savez que Cla Alain Charles et Bli Blé, les partisans de Laurent Gbagbo qui conduisent cette grève-là, ils ont fui. Que non, eux ne peuvent pas venir. Que eux ne peuvent pas venir. On dit, pourquoi vous ne pouvez pas venir? Que non, eux n'ont pas envie de venir. On dit, mais pourquoi vous n'avez pas envie de venir? En fait, ils ne voulaient pas nous dire la vérité. Mais c'est parce que si cette grève-là n'avait pas de motivation cachée, en fait, ils n'avaient pas envie de venir sur le plateau pour qu'on leur dise, c'est Laurent Gbagbo avec Chaka Dian qui vous finance pour faire ça. C'est devenu leur méthode. Donc, cette action seule est venue valider tout ce qu'on vous a toujours dit. Cette grève n'a aucun sens. Et cette grève n'est que une motivation politique. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas sortir. Si vraiment ils avaient raison là. Ali Djarasouba a pris 2 représentants de l'État, 2 représentants des syndicats d'enseignants qui n'ont pas accepté d'aller à la grève et 2 représentants de ceux qui ont fait la grève. Et les 2 représentants de ceux qui ont fait la grève là, c'était M. Cla Alain Charles et M. Blé Bli, ou bien Bli Blé, c'est la même chose. Mais tout individu intelligent va se dire, mais pourquoi ils n'ont pas refusé alors qu'une semaine avant, ils savaient qu'ils devraient passer et c'est à la dernière minute ils ont refusé? Ça veut dire qu'ils savent qu'ils n'ont pas les arguments. Ils ont eu peur des arguments qui allaient être mis en face. Parce qu'on allait dire, pourquoi dans le même corps, il y a certains qui vont, il y a certains qui ne vont pas. On allait créer la confrontation entre les syndicats pour voir la vérité. Tous les Ivoiriens allaient voir la vérité. Et les gens allaient leur dire en face, vous avez été payé, financé par Laurent Gbagbo et Chaka Dian, c'est pourquoi vous avez fait ça. Et donc, pour ne pas supporter cette honte-là, ils ont attendu 30 à 1 heure du temps avant l'émission-là, que non, qu'eux ne vont plus participer à l'émission. C'est pourquoi vous avez vu la première partie de l'émission NCI 360 d'hier, là, c'était 5 personnes. Mais les gens ont bien expliqué. Et c'est ce qu'on vous a toujours expliqué. La grève que vous voyez là, affaire de primes là, beaucoup pensent que c'est cette année que ça a commencé. Non, hein, ça a commencé depuis 2008. C'est Laurent Gbagbo qui a mis cette affaire de primes là dans la tête des enseignants depuis 2008. Quand l'affaire là s'est soulevée derrière lui, et puis il est venu dire, je ne vais rien augmenter là. Si tu n'avais pas promis quelque chose, pourquoi tu allais augmenter? Donc hier là, les représentants des syndicats nous ont dit, devant tous les Ivoiriens, que l'affaire de primes là, c'est Laurent Gbagbo qui avait signé la loi là depuis 2008. Mais comme Laurent Gbagbo a dit qu'il ne va rien augmenter là, eux, ils ne pouvaient rien faire, donc ils ont laissé. Mais comme ils savent que quand ils font pression sur Alassane Ouattara, lui il accepte là. C'est pourquoi ils sont en train de faire les pieds-pieds sur Alassane Ouattara. Ils ont aussi expliqué que le gouvernement n'a pas dit non, mais que le gouvernement dit, nous-mêmes là, on doit chercher l'argent. C'est pas comme parce que vous avez demandé l'argent est là. L'argent là, quand on a calculé, ça fait 400 milliards qu'il faut trouver. 400 milliards là, c'est pas un matin qu'on se lève pour avoir ça. Donc laissez-nous du temps, venez on va discuter. Eux se sont levés, ils sont sortis dans le dos des autres, qu'eux ne discutent pas parce que eux là, ils ont reçu de l'argent de Laurent Gbagbo et Chaka Dian. Donc eux vont maintenant essayer de créer la chienlit. Et donc on vous a expliqué. Et ils ont eu des gens comme Assalé Tiemoko pour venir même les soutenir. Et c'est pourquoi la dernière fois, je suis sorti pour lui dire ici, un député qui se respecte là, et je le répète, hier, le dimanche 6 avril 2025, Assalé Tiemoko, tu étais sur une plateforme. Et tu as dit là-bas
Katia Saleh, tu étais fier de le dire, que 90%, mais la totalité des écoles étaient fermées. Mais c'est une très bonne chose. Si tu es fier de cela, fier de créer l'ignorance dans le pays, fier de voir que des parents d'élèves qui souvent se privent de nourriture, qui vont travailler nuit et jour dans les champs de cacao, cet argent-là, ils prennent pour scolariser leurs enfants, payer la fourniture. Et toi, Saleh Tiemoko, te disant député, tu es fier que les efforts de ces parents-là sont jetés à l'eau. Je me dis que c'est que la conscience morale n'est plus au rendez-vous. Et qu'en réalité, tu es en train maintenant de montrer ton vrai jour aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens qui sont conscients vont se dire, mais comme un député qui devrait aider avec des solutions, c'est lui aujourd'hui qui vient dire, c'est très bien fait pour les parents et pour les élèves. Et ça se fait appeler un député. C'est carrément une honte que tu es maintenant, Saleh Tiemoko. Ce positionnement, tu peux le faire, hein, mais c'est carrément de la honte. Et ça, il faut qu'on te le dise. Mais revenons à notre sujet. Est-ce qu'il ne faut pas repenser le droit à la grève dans la fonction publique? Et oui, la réponse est oui. Le droit de grève est reconnu comme une liberté fondamentale au niveau international à travers la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail, en abrégé OIT. Vrai là. Si tu dis à quelqu'un de travailler, et puis tu dis à la personne tu n'as aucun droit, c'est une injustice. Parce que même l'Organisation internationale du travail, même là, reconnaît que dans sa convention numéro 87, les travailleurs peuvent gréver pour améliorer leurs conditions. Et la Côte d'Ivoire aussi reconnaît le droit à la grève. Et ce droit à la grève n'est pas seulement dans la Constitution, mais ça se retrouve aussi dans le Code du travail. Et tout le monde peut aller vérifier ça au ministère du Travail. Donc quand Saleh Tiemoko sort pour nous, c'est un droit constitutionnel. Mais mieux, ça fait partie même du droit naturel qui est dans le Code du travail aussi. Mais est-ce pour autant qu'il faut utiliser donc la grève comme une arme de destruction massive? Son utilisation peut parfois nuire à l'intérêt général. Si on doit gréver sauvagement et pour n'importe quelle raison, c'est vrai, ce n'est pas parce qu'un droit est un droit qu'il faut abuser. Et en abusant, est-ce qu'on ne détruit pas l'intérêt général? Et le monde là, tout est lié. Moi, je suis un pauvre paysan. Si vous m'empêchez et que mon enfant ne va pas à l'école, ça gâte mes intérêts là. Mais la prochaine récolte là, si je suis dans le vivrier là, je vais augmenter les prix pour récupérer la scolarité et l'argent de fourniture de mon enfant, sans pitié. Les États cherchent à équilibrer ce droit avec le besoin de continuité des services publics et la stabilité sociale. Quand on vit dans un État et qu'on accepte de vivre dans le contrat social, un homme ne peut pas vivre seul. Mais quand on décide de vivre ensemble, ça veut dire qu'il y a des droits et des devoirs. Et tout le monde ne peut pas faire le même boulot. Mais chacun fait ce qu'il sait faire ou même ce qu'il aime faire. Et quand on respecte les autres, et que la société, chacun fait ce qu'il a à faire, vous voyez que les choses vont bien. Quand tu décides de venir à la fonction publique là, tu entends bien, service public. Ça veut dire, c'est un service que l'État met à la disposition de tout le monde. Donc c'est un service qui est déjà payé par avance. L'école, les hôpitaux que vous voyez là, nous les Ivoiriens là, on a déjà pris impôt sur notre dos. C'est pourquoi ces instituts-là sont ouverts à travers les agents de l'État ou même les agents du service public. Si nous ne prenons pas nos impôts ou autres là, vous ne serez pas des animateurs du service public. Mais comment se fait-il que on nous prend nos impôts, on vous paye un salaire et vous refusez d'aller travailler? Et ça, si ça continue, ça peut être source d'instabilité sociale. Comme vous ne voulez pas travailler, alors que déjà l'État a perçu les impôts pour vous payer, ça veut dire que vous avez trahi la société et vous vous moquez de la gueule de la société. À ce moment donc, ça va créer l'instabilité sociale. Et il y a des pays qui ont trouvé la solution à cela. Parce que l'être humain en général, si tu le laisses seul là, il aime toujours profiter pour prendre ce qui l'arrange.
Ils ne regardent pas presque jamais dans le sens des autres. Le Canada, exemple de démocratie respectueuse des libertés, encadre strictement le droit de grève pour garantir le dialogue social et éviter le désordre. Avant de cesser le travail, il est obligatoire de passer par une procédure de conciliation. Et seule une grève déclarée légalement permet l'arrêt du travail. Les fonctionnaires ne reçoivent pas de salaire pendant la grève, mais les syndicats doivent indemniser les grévistes, ce qui les rend responsables dans l'utilisation de ce droit. Par exemple, au Canada, là, tout le désordre que les gens sont en train de faire, et puis on laisse les enseignants et les gens comme les politiciens viennent les manipuler là. Au Canada, là, puisque tout le monde parle de démocratie, tout le monde parle de droit à manifester. Au Canada, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, bon, tout le monde a le droit de manifester. Mais avant de manifester là, il faut d'abord t'arranger que vous avez épuisé tous les instruments du dialogue social. Ça fait un. Ça veut dire qu'il faut respecter d'abord toutes les mesures qui sont mises en place. Il faut respecter toutes les barrières dans la négociation. Quand ça ne marche pas, et que maintenant vous n'avez plus d'autre choix, et que vous allez faire la grève, on vous demande d'aller par une procédure de conciliation. Et si cette procédure de conciliation ne marche pas, vous pouvez maintenant déclarer légalement l'arrêt du travail. Quand vous déclarez légalement l'arrêt du travail et que cela est accordé et reconnu, en ce moment donc, vous allez gréver. Mais grève que vous allez faire là, on ne vous donne pas de salaire. Maintenant, ceux qui vous ont dit de gréver là, c'est votre syndicat, non? C'est votre syndicat qui vous a dit de gréver. Donc, c'est votre syndicat qui va vous indemniser pour les jours où vous n'avez pas travaillé. Mais votre employeur qui est l'État là, puisque c'est vous-même qui avez décidé de gréver, c'est votre droit. Mais quand tu prends tes droits, tu assumes aussi les devoirs qui viennent avec. Donc, comme c'est à travers votre syndicat, et que votre syndicat vous prélève de l'argent, donc, votre syndicat devient celui qui va vous indemniser pour tous les jours que vous avez fait dans la grève. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Ça fait que les gens se disent, avant de gréver, allons doucement. Le syndicat même se dit, c'est de l'argent qui va sortir de nos poches. Hein? L'argent des syndiqués, là, on sera obligé de leur payer les jours qui ne sont pas allés au travail. Là. Donc, on n'a qu'à chercher une solution. Et ça, là, il faudrait qu'on impose ça en Côte d'Ivoire. De plus, le Canada réglemente le piquetage pour éviter toute entrave à l'accès des lieux de travail et impose des sanctions en cas de non-respect. Malgré la grève, les grévistes sont présents sur le lieu du travail où ils peuvent manifester, mais sans entraver l'accès ni recourir à l'intimidation. Tout manquement à ces règles expose les salariés à des sanctions disciplinaires, voire un licenciement pour faute grave. Maintenant, même si vous grévez, vous ne grévez pas pour rester à la maison. Hein? On appelle ça le piquetage. Vous partez, vous vous arrêtez devant ton lieu de travail là, vous vous arrêtez là-bas. Vous n'entrez pas, vous vous arrêtez devant. Mais vous n'empêchez personne de rentrer, vous n'empêchez personne de sortir. Vous restez devant les locaux de là où vous travaillez. Et maintenant, vous manifestez. Quand vous finissez de manifester, vous n'intimidez personne. Vous ne violentez personne. Mais si par erreur, vous ne respectez pas ces règles, alors là, les sanctions disciplinaires vont être prises. On va prendre des décisions et on peut vous licencier pour faute grave. On peut te chasser du travail. En cas de grève, le gouvernement peut aussi réquisitionner les travailleurs essentiels pour maintenir les services vitaux. Et lorsque le gouvernement se rend compte que vous ne voulez pas vraiment travailler, le gouvernement prend des gens pour assurer le service minimum vital. Pour ne pas que le service public puisse être en défaillance. Voilà comment ils font au Canada. Et ça marche. On responsabilise les syndicats. Si vous poussez les gens à la grève,
les jours qu'ils ne vont pas travailler, là, vous allez leur payer leur salaire. Donc, avant de gréver, là, réfléchissez bien. Et il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire adopte ces comportements-là dans le code du travail ivoirien. Et comme ça, on va comprendre que ceux qui se laissent manipuler par des politiciens, là, dès que vous finissez votre grève, là, les jours qui sont pas payés, là, vous vous dirigez chez votre syndicat, ils vont vous payer en même temps. Et là, comme ça, on va voir si les syndicats vont être des machines et des relais des partis politiques comme le PPAC, le PDCI, pour vous amener à faire des grèves. En Côte d'Ivoire, le droit est souvent mal appliqué. Des mécanismes de conciliation manquent et les sanctions existantes sont inefficaces, ce qui entraîne des grèves inopportunes. Pour améliorer cette situation, il faudrait instituer une procédure de conciliation obligatoire avant les grèves, créer des fonds de solidarité pour soutenir les grévistes et encadrer strictement le piquetage. Une loi devrait aussi permettre la réquisition des fonctionnaires dans les secteurs clés pour garantir la continuité des services. Et donc, ce qu'on a dit là, c'est clair et c'est simple. Et donc, l'État peut utiliser ces mesures. Mais en plus, ce que j'allais recommander, l'État peut aussi, puisque les salaires de ceux qui ne veulent pas enseigner ne seront pas payés là, il n'y a pas de problème. L'État peut réquisitionner les fonctionnaires qui veulent travailler. Et on peut leur donner le double de leur salaire pour ce temps-là. Et là, quand c'est comme ça, là, ça va créer une différence entre ceux qui ne veulent pas. Et ce que nous disons, il faut qu'on fasse très attention. Nous ne sommes pas là pour dire qu'il faut lutter contre le droit des travailleurs. Mais la Côte d'Ivoire, il faudrait que les gens ont une sale habitude, c'est qu'on instrumentalise les syndicats pour créer le chaos social. Et donc, en face d'une telle réalité, il faut prendre des sanctions des plus fortes. C'est dans cet esprit-là que nous sommes. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut fermer tout espoir à quiconque. Non, nous ne sommes pas dans cette mesure-là. La réflexion sur le modèle canadien pourrait ainsi aider à promouvoir un usage plus responsable du droit de grève en Côte d'Ivoire, assurant un équilibre entre la liberté syndicale et l'intérêt public. Cela serait essentiel pour améliorer l'efficacité de l'administration et renforcer l'état de droit. Et donc, si peut-être à travers ce qui est dit, on peut retrouver des solutions qui peuvent aider les uns et les autres, je crois que ça sera la meilleure et ça va beaucoup aider nos populations à pouvoir bénéficier des services publics parce que comme je le disais, tu ne peux pas avoir payé pour quelque chose et au moment où tu en as besoin, ne pas en avoir droit. Cela aussi n'est pas juste. Et donc, on va terminer ici avec les propos du ministre de la Communication qui nous montre combien de fois l'éducation est importante dans le système du président Ouattara et combien d'importance est accordée à l'éducation dans le régime du RHDP. Le premier point, c'est de dire que la vision du président Ouattara pour l'école ne date pas d'aujourd'hui. Les doyens Michel sont là. Lorsque notre pays a été frappé par la crise mondiale, la crise économique mondiale, la conjoncture économique, comme on l'appelait dans les années 80, notre pays avait arrêté de construire les écoles. À partir des années 85-90, on avait confié cela aux mairies. C'est comme ça que vous avez vu pousser une vague de collèges municipaux, de lycées municipaux, parce que le pays ne tournait plus. Il n'y avait plus d'argent. Il a fallu le président Ouattara, devenu Premier ministre en 1990, pour que le pays renoue avec la construction d'établissements scolaires et même universitaires. Certains ici se souviennent, et c'est encore écrit sur les frontons, école art, c'est l'œuvre du président Ouattara, qui avait réussi alors que nous n'avons plus aucun moyen en raison de la conjoncture économique de 80, de pouvoir avoir les financements de la part pour reprendre la construction d'établissements scolaires, collèges, et ça en 90 à 93, quand il est Premier ministre, il fait l'université du Boité, qui lance les URS de Korogo et d'Alwa, et qui lance le chantier de l'université d'Akobo et Jamé. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Parti du gouvernement en 93, il a fallu attendre qu'il revienne pour que les URS de Korogo et de Dalwa, qu'il avait initiés
Quand il était Premier ministre, je viens de l'université. De 1992 jusqu'en 2010. Et pourtant, il y a eu des présidents. C'est une question de vision. C'est juste une question de vision. Et donc, chers parents, vous voyez ce qui se passe là. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des enfants comme nous, on vous explique et vous comprenez. Est-ce que vous savez que vers les 1989, là, il y avait eu une crise économique en Côte d'Ivoire. Au moment où Laurent Gbagbo profitait pour dire il faut voleur là. En ce moment-là, il n'y avait plus de lycées, de collèges et d'écoles primaires qu'on construisait en Côte d'Ivoire. Et donc, qu'est-ce que le gouvernement à l'époque faisait? Le gouvernement d'Oufoué faisait. Ils disent aux maires, arrangez-vous. Si vous pouvez construire des collèges ou bien des lycées municipaux, faites. Comme nous, on n'a pas l'argent, vous faites ça. C'est pourquoi quand tu vois un collège qu'on appelle collège municipal de temps, lycée municipal de temps, là, c'est ça, il n'y avait pas l'argent. Donc on disait aux mairies, si vous pouvez construire école municipale, faites. Mais quand le président Ouattara est venu et qu'il a fait le travail du comité interministériel et qu'il a assaini les comptes de l'État, à partir de 92, c'est Alassane Ouattara que vous voyez là. C'est lui qui a signé un partenariat avec la BAD, la Banque africaine de développement. Il leur a dit, c'est vrai que les conditions n'étaient pas bonnes, mais nous avons relancé notre économie. Et souvenez-vous de l'histoire de la dévaluation que je vous avais dit, où il y a des plus de milliards. Il dit, voilà les plans que j'ai tracés. Et faites-nous confiance. Venez en Côte d'Ivoire et construisez des écoles BAD. C'est comme ça, c'est Alassane Ouattara qui est à la base des écoles BAD. Quand les gens ont vu que les choses allaient bien et puis ils rentraient dans leur fonds, Alassane Ouattara leur a dit encore, il n'y a qu'une seule université, l'université Félix Houphouët-Boigny. Or, la population ne fait que s'accroître. Donc, je vous demande, les unités de recherche de Korogo, là, université de Korogo, pour vous simplifier. Et puis, Daloa, là, j'ai un projet déjà. Je peux ouvrir université à Daloa et puis à Korogo. Est-ce que vous pouvez financer? Les gens disent, il n'y a pas de problème. Surtout que tu es solvable et puis on voit le travail que tu fais. Et le projet BAD marche très bien. Donc, ils disent maintenant, c'est qu'on va faire. On va lancer le projet. On va lancer le projet là. Houphouët meurt en même temps en 93. Quand on fait moi en 93 là, les projets là étaient là. Hein? Les projets des universités là étaient là. Hein? Bédier est venu. Chaka Dian était ministre du plan du développement. Il n'y a rien eu. C'est l'université d'Abidjan là qui était là. Il n'y a pas eu d'autres écoles qui ont été ajoutées. C'est quand le président, après Gbagbo est venu, Gueye est venu, ils n'ont rien fait. C'est dans partenariat là, avec la BAD là, que Alassane Ouattara a pu construire l'université de Bouaké. Mais quand ça c'est fini là, les autres projets qui étaient là, aucun gouvernement n'a pris le soin de dire on a besoin de ça, il faut continuer. Je me demande qu'est-ce que leur fameux et brillant ministre du plan du développement Chaka Dian faisait. Donc c'est à partir de 2011, quand le président Ouattara reprend le pouvoir, là, les projets des universités de Korogo et de Daloa, c'est encore lui qui est revenu reprendre ces projets-là, les lancer, puis les construire. Et après, il a ajouté 6 autres universités encore. C'est de cela qu'il est question. Parce que on peut être le bon, comment on appelle, le petit-fils d'Houphouët, mais si on n'a pas de vision, on demeure un vaurien. On peut s'appeler le Woody, mais on peut devenir un Woubi parce que on n'est pas un homme courageux, on n'est pas un homme qui a un plan. Voilà la vérité qu'il faut qu'on dise aux Ivoiriens. Et je mets quiconque au défi de venir nous démontrer que ce qu'on a dit est faux. Quand on parle là, vous n'êtes pas milliers sur TikTok, vous n'êtes pas milliers ici sur Facebook, vous nous entendez. Et je dis, on met quiconque au défi de venir s'arrêter ici pour dire que ce qui est dit est faux. Et ce sont ces vérités-là qu'on va dire aux gens. N'en déplaise à qui le voudrait. Bonsoir, éclaireur. Bonsoir, cher Capazias, comment allez-vous? Ça va très bien, et chez vous? Dieu merci, tout va excellemment bien. Et la famille? Alhamdulillah, ça va. Dieu merci, que Dieu fasse grâce.
Amin, Inch'Allah. Ah, ok. Donc, on va vous laisser la parole. D'accord, merci beaucoup. Merci à tout le monde, à tous ceux qui sont en tout cas sur pied de guerre pour continuer le combat. Le combat qui mérite d'être mené. Je voulais remercier Sundiata de passage qui, en tout cas, nous édifie tout le temps. Et vraiment, je remercie aussi tous ceux qui sont intervenus avant lui. Ben, le remerciement le plus mérité te revient pour vraiment le courage légendaire que tu as de nous entretenir et d'attirer toujours les populations ivoiriennes à comprendre que ce qui va prévaloir dans ce pays désormais, c'est la vérité. Et c'est une transition que nous faisons. Et ça me sert de transition pour faire une petite observation que je souhaiterais être utile pour les uns et pour les autres, en tout cas pour tout le monde, par rapport à la grève des enseignants. L'enseignement que nous pourrons tirer de ces événements-là, et c'est pour cette raison j'avais écrit quelque chose disant attention. Vous savez, le populisme dont nous parlons chaque jour est même une sorte, il est difficile à maîtriser. Ben, le vocable qui va avec le populisme, pour expliquer ça plus simplement, utilisant d'ailleurs un terme que tu utilises aussi tout le temps, c'est l'hypocrisie. C'est des hypocrites. Les populistes, c'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Ils disent pas les choses. Ils ont un objectif. Ils savent qu'ils n'ont pas assez de capacités, mais ils utilisent la ruse, les mesquineries pour tromper les gens juste pour atteindre leur objectif. Et vous l'avez suffisamment expliqué. Et nous l'avons dit il y a quelques moments ici et même plusieurs fois que suivre ou porter la charge qui pèse aujourd'hui sur le président Alassane Dramane Ouattara, c'est sans maquillage porter un manteau, mais le manteau le plus lourd. Et ça, c'est très important à l'adresse de nos militants et tous ceux qui veulent voir la Côte d'Ivoire progresser. C'est très important de le comprendre. Vous voyez, ce manteau lourd a été proposé, en tout cas à une série de personnes, de personnalités en Côte d'Ivoire, entre guillemets, qui s'y sont essayés, mais ils ont tous échoué. Parce que c'est pas un manteau qui peut être porté par n'importe qui. La charge d'un État, la responsabilité de conduire une population à un mieux-être. Donc la gestion de la chose publique, ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, c'est très important pour comprendre, ils ont ces populistes-là, ces hypocrites, ils ont quelque chose d'extrêmement fin qu'ils utilisent chaque fois. C'est de faire comme si la Côte d'Ivoire a commencé avec le président Ouattara. Et ça, ils jouent beaucoup là-dessus parce que les populations sont faibles d'esprit, entre guillemets, je les insulte pas, mais je fais un constat, c'est votre fils qui vous parle, je fais un constat, on n'a pas une maturité assez forte pour pouvoir comprendre que pour pouvoir toujours se rappeler, chaque fois que quelqu'un vous parle en face, qu'effectivement la Côte d'Ivoire n'a pas commencé à partir du président Ouattara. C'est le lieu de dire que ce qui se passe dans ce pays, et c'est dans bien d'autres pays, l'art de ces hypocrites-là, c'est d'occulter un pan de la vie sociale, un pan très important d'ailleurs, qui peut expliquer en termes de causalité tout ce que nous voyons comme réalité présente dans le pays. L'affaiblissement de l'enseignement, du niveau, c'est l'erreur, la faute qui a été commise par le PDCI. C'est eux qui nous ont mis dans cette situation-là. À force de voler dans les caisses publiques, ils ont fini par mettre le pays
en difficulté extrêmement sérieuse, de sorte que Houphouët-Boigny était obligé de se désengager des responsabilités régaliennes. Donc, ils ont laissé l'école ivoirienne partir en lambeaux. Et aujourd'hui, tranquillement, ils se cachent derrière le manteau, ils se cachent derrière le président de la République et son gouvernement pour occulter cette réalité-là. Mais nous sommes là pour le dire. Nous sommes là pour ne pas laisser ce pan de l'histoire, en tout cas, être enfoui dans des archives secrètes. C'est une réalité. Tout ce qui s'est passé, c'est eux qui ont créé cette situation-là. Sinon, au temps de Akoto Yao, l'école ivoirienne avait eu de très bons débuts. Jusqu'à ce qu'il y ait eu des détournements vraiment dont on n'a plus aujourd'hui un grand souvenir, en tout cas pour nos enfants d'aujourd'hui. Alors, ceux qui arrivent après, ils n'arrivent pas à rattraper parce que les habitudes de l'ancien système ont continué. C'est-à-dire, on ne respecte pas le bien public. Celui qui arrive, il se sert et puis il laisse les populations vivre leur vie. En tout cas, chacun se débat comme il peut pour survivre. Et figurez-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu continuer les études à cause de cela. Et cette situation a touché tous les travailleurs, surtout du public de Côte d'Ivoire. Donc, on a, en tout cas, décimé petit à petit, et on a désarticulé une société par le fait qu'on était en train de lui arracher les biens que lui-même, cette population a cherché par tous les moyens. On a parlé comment on appelle ça, de baisse du prix du cacao, etc. On a donné toutes sortes de justifications pour pouvoir faire passer cette idée-là, alors qu'il n'en était rien. La Côte d'Ivoire pouvait quand même, malgré certaines situations difficiles sur le plan international, continuer à maintenir son niveau de développement. Mais parce que il y avait un cheminement qui a été suivi. Et c'est pour cette raison que le PDCI se débat aujourd'hui par tous les moyens pour pouvoir revenir au pouvoir. Parce qu'en réalité, c'est ça qu'ils veulent cacher à la Côte d'Ivoire. Or, ils sentent que la Côte d'Ivoire est en train de gagner avec le président de la République en maturité, de sorte que tous ces problèmes-là vont sortir. Mais c'est mal connaître notre engagement. C'est mal connaître l'analyse que nous avons fait de cette situation et les stratégies que nous sommes en train de mettre en place pour pouvoir faire écumer cette réalité, faire ressortir cette réalité, pour pouvoir justifier que maintenant que la Côte d'Ivoire s'est relevée avec le président Alassane Dramane Ouattara, nous n'allons plus accepter de retomber dans ces erreurs du passé, des erreurs qui ont été en tout cas expressement orchestrées par ces populations-là. Tidiane Thiam se débat pour cela. En plus de son carnet, en fait, comment on appelle ça, de son cahier de charges venant de l'extérieur, mais il est là pour pouvoir faire pérenniser cette situation-là. Mais il va nous trouver sur son chemin. Parce que de plus en plus, il va falloir que les deniers publics soient protégés. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut plus travailler et puis que ses enfants indignes viennent toujours puiser dans les caisses de l'État. Et c'est en cela que vous allez toujours comprendre, chers frères et sœurs, chaque fois on attaque le président de la République, mais insidieusement et de façon très efficace, ils font comprendre aux populations qui n'ont pas encore compris que le vrai problème, c'est le président de la République. Que c'est lui qui a créé tout ce que nous avons aujourd'hui comme difficulté. Ce n'est pas vrai. Il est venu trouver ces difficultés-là. Et ceux qui ont encore de la mémoire, et on le répète, malheureusement, il y a certains qui n'ont pas encore compris, on les y invite. Essayez d'ouvrir vos cerveaux pour entendre ces vérités-là qui font mal. Mais nous allons continuer à pilonner. Ouattara est venu pour sauver la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la famille. La famille était dans certaines mains qui voulaient toujours continuer ce système. Et il a été combattu pour cela. Et finalement, ça a dégénéré en ivoirité. Mais l'ivoirité n'était pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que le système qui était mis en place, il fallait le garder coûte que coûte.
ce qui n'était pas du goût de Ouattara. Et ces gens-là n'ont pas baissé les bras. Ils veulent toujours faire revenir ce système-là. Mes chers frères ivoiriens et sœurs, si nous acceptons de les laisser faire, c'est une irresponsabilité très grave. Ça veut dire que nous acceptons par lâcheté de laisser ces personnes-là, en tout cas maintenir la Côte d'Ivoire entre le marteau et l'enclume. Il ne faut pas l'accepter. Ce qui se passe actuellement, c'est que nous avançons vers une Côte d'Ivoire vraiment qui va être plus prospère et qui va pouvoir s'émanciper de ces pratiques-là et puis assumer et profiter réellement de ces richesses. C'est ce processus-là qui fait très très mal à ces personnes-là. Et c'est ce combat qui est en train d'être mené sur le terrain. Et c'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas apprécier toutes ces réalisations qui sont en train d'être réalisées. Mais ne soyez pas dupes. Séparez-vous, en tout cas, des émotions. C'est pas ce qu'ils vous disent qui est la vérité. Posez-leur la question, qu'est-ce que vous avez fait par le passé? Pourquoi il y a eu, comment on appelle ça, pourquoi le miracle ivoirien s'est arrêté brusquement? Pourquoi les seaux de sucre ont été, en tout cas, liquidés? Pourquoi les sociétés d'État, comme Chaîne Pape, Chaîne Avion et tout ça, ont été liquidées? Qu'est-ce qui explique la disparition de l'ARSO? Pourquoi la gestion des sociétés immobilières telles que Sikoji, Sogefia, en tout cas, ces sociétés-là ont disparu, et puis on ne nous a pas véritablement expliqué les raisons de ces disparitions. C'est là la question essentielle. Et vous savez, si vous posez ces questions-là de façon responsable, ils n'auront pas de réponse à vous donner. Parce que vous êtes en train de rentrer dans le vif du sujet. Et c'est comme ça que vous allez, n'est-ce pas, vous affirmer et puis savoir que ce pays-là est véritablement piégé et que celui qui est en train de délier ce joug-là, c'est bien le président de la République. C'est pour cette raison que le manteau qu'il porte actuellement est extrêmement lourd. Et venons l'aider. Venons l'aider, c'est nous aider nous-mêmes. Et pour que cette charge-là puisse être, n'est-ce pas, assumée dans le futur de la Côte d'Ivoire. Donc c'est cette intervention que nous voulons faire ce soir pour faire comprendre qu'au fur et à mesure que nous approchons les échéances, que tout ce que les gens disent, ils jouent un peu sur nos consciences pour toujours nous faire croire que les problèmes actuels de ce pays-là, c'est bien le président Ouattara et ses amis. Et je vais vous faire, en tout cas, une observation à propos, sur le propos de Thiam, qui m'a réveillé de mon sommeil quand il a dit que par rapport aux réalisations du président Ouattara, qu'il y a de la surfacturation. Bon sang. Je crois que la malédiction est arrivée à son comble. Surfacturation. Soit. Mais qu'est-ce que eux ils ont fait? Le père de la surfacturation en Côte d'Ivoire, c'est le président Bédié. C'est le père de la surfacturation. C'est lui qui a vraiment mis complètement à terre l'économie ivoirienne avec ses amis. Et puisqu'il voulait faire ça entre eux, baoulés, moi je ne dis pas que tous les baoulés étaient dans le coup, mais la plupart étaient ceux-là, avec leurs complices. Mais nous ne sommes pas là pour faire le procès du passé, mais nous voulons tirer les leçons du passé pour pouvoir mieux construire. Et c'est ce que le président de la République est en train de suivre. Et donc, tous les Ivoiriens qui ne veulent plus que la Côte d'Ivoire connaisse ces jours malheureux, ils viennent vraiment soutenir le président de la République. Et sachez une chose, si vous apportez des idées constructives, si vous n'êtes pas là pour humilier les gens inutilement, vous serez écoutés. Et c'est pour cette raison que vous avez tout intérêt à venir porter votre secours réel à ce pouvoir-là, en votant en octobre prochain, pour faire mentir à ces personnes-là, en marge de toutes les accusations non fondées qui sont portées par des personnes aussi, comment on appelle, indignes
que celle-là. La réalité du terrain, c'est que nous sommes en combat contre un système qui a fait du mal aux Ivoiriens. Logiquement, donc, pour terminer, cette grève-là, moi, je veux qu'on entende les enseignants. Je veux bien, et c'est cette ligne de conduite que je crois percevoir chez le gouvernement. C'est tout à fait normal que les gens réclament quelque chose si ils estiment qu'ils ont droit à cela. Nous n'allons pas nous fermer aux discussions, mais il faudrait que de l'autre côté, ils comprennent que c'est dans un esprit républicain, un esprit responsable qu'il faut aborder la question et ne pas politiser cela. Ça, ce serait une erreur fatale et cette erreur-là, nous n'allons pas la pardonner parce que ce serait confondre beaucoup de choses. Dès lors que le gouvernement ne fuit pas le débat, dès lors que le gouvernement est prêt à discuter pour pouvoir trouver une solution consensuelle, je pense que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle et c'est ce qu'on attend d'un gouvernement parce que tout ce que le gouvernement fait, c'est pour le bonheur des populations. Donc, chaque fois que vous voulez gagner plus ou bien améliorer vos conditions de vie, c'est tout à fait légitime, mais il faut le faire sans pour autant mettre en péril le fonctionnement de la société ivoirienne. Ne demandez pas quelque chose à la Côte d'Ivoire quand elle n'est pas en mesure à ce moment-là de vous l'offrir. Et donc, il faut dépassionner le débat et leur faire comprendre que il faut pas mettre en péril l'école ivoirienne parce que vous avez des revendications, lesquelles revendications ne peuvent aucunement être satisfaites lorsque la Côte d'Ivoire aurait les moyens de les satisfaire. Vous avez parlé des 400 milliards qu'il faut débloquer. Ces 400 milliards, c'est pas une petite somme. Est-ce que vous aussi, enseignants, vous n'êtes pas préoccupés par le fait que la Côte d'Ivoire doit plus que jamais, avancer et éviter de retomber dans les souffrances antérieures qui nous ont amenés jusqu'à la guerre civile. Donc faisons attention. Je crois que et le gouvernement et les enseignants doivent comprendre que tout le monde doit mettre la main à la pâte pour pouvoir développer ce pays-là. Et surtout l'école qui est l'épine dorsale de notre développement, de tout développement. Il faudrait pas transformer l'école en un champ de bataille pour mettre en péril la formation et l'élévation de l'esprit des Ivoiriens. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour les Ivoiriens et c'est les Ivoiriens qui doivent continuer à bâtir cette nation-là. Donc, j'appelle tout le monde de comprendre que, surtout les grévistes, que leurs revendications ne peuvent être, balayées du revers de la main, mais qu'ils soient assez objectifs pour ne pas tomber dans des filets qui sont politisés. Et là-dessus, vous aurez tort et la Côte d'Ivoire va vous apporter la réponse qui est de vous dire que vous aussi, vous ne devez pas vous inscrire dans une sorte de lutte fratricide pour mettre en péril le progrès et le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons un président qui a fait beaucoup d'efforts, qui nous a sorti de beaucoup de difficultés et il est toujours ouvert à la discussion pour faire avancer les causes. Je crois que ça, c'est une chance qu'il ne faut pas rater. Et donc, c'est là que nous allons nous arrêter pour dire merci à tout le monde de continuer à nous faire confiance, de continuer vraiment à prier pour nous, prier pour la Côte d'Ivoire, le président de la République et tous ceux qui sont engagés dans ce combat. Et sachez une chose, la Côte d'Ivoire n'a pas commencé avec le président Addo. Il a pris le train en marche en termes d'apport à son développement. Il le fait si bien. Et sachez que tout ce que nous vivons aujourd'hui, les causes sont, en tout cas, peuvent être trouvées dans les pratiques, en tout cas honteuses, de nos dirigeants d'alors. Nous sommes là pour réparer, aidez-nous, mais ne nous combattez pas, parce que si vous combattez le président de la République, c'est une façon d'ingratitude. Et nous sommes en tout cas engagés à vous le faire savoir, parce que la Côte d'Ivoire était loin de penser qu'elle pouvait réaliser cet exploit qu'elle est en train de réaliser actuellement. Bonsoir, merci. Merci infiniment, cher aîné. Merci de tout ce que vous avez dit. Espérons que ces égoïstes et ingrats comprendront qu'ils doivent revenir sur terre et que leur stratégie est connue de tous et que toute action qui va sortir des discussions qui sont en cours et ils ne pourront pas imposer un nouveau schéma au gouvernement
soit ils s'inscrivent dans le cadre qui a été tracé et qui a été fait de commun accord, ou bien ils se mettent en dehors de la règle et la suite, chacun saura l'apprécier. Mais le gouvernement actuel fait suffisamment assez et il ne faut pas lui demander aussi l'impossible. Et vraiment, merci d'être revenu et d'avoir clairement émis les idées. La Côte d'Ivoire moderne a commencé depuis 1960. Et c'est que vous n'aviez pas été capable de demander à Laurent Gbagbo, qui a voté cette loi-là avec vous en 2008, ce n'est pas au président Ouattara que vous allez demander. C'est vrai que l'État est une continuité, mais les priorités de la Côte d'Ivoire ne sont pas seulement basées à satisfaire les désirs des enseignants, encore moins de d'autres corporations. Il faut que la Côte d'Ivoire, c'est un ensemble et il faut penser à tout le monde pour satisfaire toutes les corporations et l'ensemble des Ivoiriens. Parce que nous sommes dans une société humaine où on doit aussi tenir compte des autres. Vraiment, merci infiniment à vous. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne nuit. Merci beaucoup, cher. Je vais parler du PDCI et tu as parlé de l'absence de Tidjane Thiam au bureau politique. Et je crois que en un bon leader, c'est vrai, on peut dire que sa présence n'était pas nécessaire ou tout ça, on peut faire le commentaire, mais je crois que quand on a été élu de façon calamiteuse à la tête d'un parti, dans des conditions très contestées, et je crois qu'il y a une démarche ou une attitude qu'il faut avoir à l'effet de permettre aussi aux détracteurs de savoir que oui, vous dites que j'ai été élu dans des conditions vraiment qui ne sont pas, qui ne respectent pas les textes. Mais moi, je suis à la tâche, je suis là, je suis en train de travailler de sorte à apaiser les tensions et de sorte à faire mentir ceux qui disent que moi, je suis là au PDC pour des intérêts autres. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Quand on convoque un bureau politique, ce que les gens ne savent pas, le bureau politique là, il est important, il est essentiel dans le fonctionnement d'un parti politique. Parce que c'est au bureau politique que beaucoup de décisions du parti se prennent. Mais sous le leadership, bien entendu, du président du parti. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui au PDCI? Le bureau politique a été organisé. Et c'est le président qui fixe la date du bureau politique. Mais ce n'est pas un bureau politique qui a surpris plus d'un. Et tout le monde était informé de la date, y compris Jean-Louis Billon. Et aujourd'hui, je vois des gens qui disent que mais Jean-Louis Billon a convoqué, comme on appelle, avait appelé à un bureau politique de tous ses vœux. Mais le bureau politique a été fixé, mais Jean-Louis Billon, qui avait annoncé sa présence, finalement, a désisté et il n'est pas parti. Mais pourquoi les gens ne parlent pas de pour Jean-Louis Billon et c'est le cas de Tidjane Thiam qu'ils prennent pour en faire un cas? Mais c'est normal, c'est Tidjane Thiam qui est le président. Mais Jean-Louis Billon, sa présence aussi n'était pas aussi nécessaire que celle de Tidjane Thiam. Mais quand on dit que comme Jean-Louis Billon n'est pas parti au bureau politique, ça veut dire que Jean-Louis Billon n'est pas conséquent et que Jean-Louis Billon, lui, n'est pas, comme on appelle, ce n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter. Mais moi, je suis tenté de me poser la question. Est-ce que le bureau politique qui a été annoncé ou la date qui a été fixée avait été fixée uniquement que pour Jean-Louis Billon? Si c'est le cas, mais le PDC devait mentionner ça pour dire que le bureau politique a été convoqué à la demande de Jean-Louis Billon et que le bureau politique, là, tout ce qui va se passer, va tourner autour de Jean-Louis Billon. Mais ça n'a pas été le cas. Ils veulent faire le problème de Jean-Louis Billon pour cacher, comme on appelle, l'absence de Tidjane Thiam. Mais ça ne peut pas passer. Nous, on a toujours dit aux gens ici que celui-là, il n'a jamais mis le PDCI comme une priorité, encore moins la Côte d'Ivoire comme sa priorité.
il a toujours placé la Côte d'Ivoire et le PDCI en option. C'est-à-dire que je vais vaquer à mes occupations et lorsque ça ne sent pas bon là-bas, moi je fais recours, comme on appelle, à la Côte d'Ivoire et au PDCI. C'est ce que ça sous-entend. Maintenant, quand il va faire un gombo, comme on appelle au Burundi, et que les mêmes repéros-là veulent cacher ça et dire que c'est pour des raisons de calendrier, non, son passeport, comme il a renoncé à la nationalité française, donc maintenant, les gens lui ont retiré le passeport, donc maintenant, il appartient à l'État ivoirien de faire si l'État ivoirien aussi. Bon, je ne sais pas si vous mesurez un peu, comme on appelle, la manipulation à outrance qui se passe au sein du PDCI. Et donc, quand vous regardez ce parti-là, mais est-ce que c'est sur ce parti-là que les Ivoiriens doivent compter? Moi, je crois que je suis en train de vous dire des choses. Suivez mon regard et observez de très près ce qui va se passer au PDCI. Je dis ça et je ne dis plus rien. Les jours, les semaines, les mois à venir, vous allez voir ce qui va se passer au sein de ce PDCI-là. Des choses vont se passer au sein de ce PDCI parce que, à la vérité, il n'y a plus la sérénité au sein de ce parti. Pourquoi la sérénité a foutu le camp? On nous a dit ici que le mensonge court très vite, mais la vérité prend les escaliers, mais arrive à rattraper le mensonge. Et donc aujourd'hui, il y a une sorte de musellement au PDCI qui ne dit pas son nom. Et quand tu contestes, quand tu n'es pas d'accord, on essaie de te coller une étiquette de sorte que tu ne puisses même plus parler. Et beaucoup de cadres du PDCI sont aujourd'hui dans ce cas-là. Mais vous allez voir les jours à venir ce qui va se passer. Je suis en train de vous dire, pour ne pas que quand ça va arriver là, vous vous rappelez que le roi du printemps avait dit ça. Donc, allons-y doucement. Et allons-y sereinement aux élections. Nous, on est prêts. Même si on dit les élections se passent demain là, le RDP est prêt. Nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Mais ce qui est marrant, c'est que des gens qui créent des problèmes dans leur parti, que ce soit, oui, surtout au PDCI, qui accusent à tort le RDP d'être à la base des complots qui se passent dans leur parti. Mais quel intérêt le RDP a à aller, comment on appelle, comploter comme un PDCI qui est rabougri, un PDCI qui est en train de chercher, comment on appelle, ses repères. Le RDP n'a pas ce temps-là. Le RDP n'a pas ce temps. Aujourd'hui, tout ce qui importe le RDP, c'est de faire en sorte, c'est comment faire, comment on appelle, réunir nos militants, faire en sorte qu'ils soient en ordre de bataille pour affronter les futures échéances qui se profilent déjà à l'horizon. À part ça, là, tout ce que les gens sont en train de raconter, ça veut dire que des gens sont en train de chercher des boucs émissaires pour cacher comment on appelle, les crises. Mais est-ce que c'est le RDP qui a dit, comment on appelle, à tous ces militants-là qui ne sont pas d'accord avec l'élection de Tidjane Thiam, comment on appelle, d'être contre? Non. Un jour, on s'est élevé comme ça, puis le RDP a vu que les gens ont commencé à grogner là-bas. Et moi, je l'ai toujours dit, tu envoies ton problème sur la place publique. Mais tu t'attends à quoi? Mais ça veut dire que toi-même, tu invites les gens à venir parler dans ton affaire, et c'est ce qui est en train de se passer. Et quand moi, je les vois, qui sont en train, comme on appelle, dans un zèle qui ne dit pas son nom, en train, franchement, moi, je le dis honnêtement, quand vous regardez tous les Thiamis aujourd'hui, ils sont dans un zèle. Et quand vous regardez aussi les présidents, c'est un homme qui est arrogant, un homme très arrogant. Et il a réussi à inculquer ça, comme on appelle, dans l'esprit de ses supporters. De sorte que, quand tu dis tu n'es même pas d'accord avec Tidjane Thiam, tu vois ce qui se passe.
Mais la politique là, ou encore la façon dont, je ne sais pas, quand tu regardes un peu le PDCI, on nous dit que c'est le parti démocratique. Mais à partir du moment où on dit que c'est le parti démocratique, je crois que pour joindre l'acte, en tout cas, vraiment le comportement homo, mais il faut laisser les gens s'exprimer. C'est un parti démocratique, d'où chacun a besoin, à appeler à jouer son rôle. Et dans chaque parti, il y a des contradictions. Il y a des positions contradictoires. Mais quand vous refusez ça, et vous transformez ce PDCI-là comme un parti de dictateurs, comme un parti où tu ne peux plus parler, il faut que tu sois un baoulé ou bien un Akan pour pouvoir avoir la parole. Et même si tu es Akan, il faut que tu sois même de la lignée des baoulés pour pouvoir avoir la parole. Mais quand on a regardé ce bureau politique-là, mais ceux qui suivent de très près les choses, mais vous allez comprendre que le PDCI va voler à l'éclat. Et je l'ai dit, la façon dont le RDR est sorti du PDCI, un autre parti va sortir du PDCI. Je l'ai dit, hein, un autre parti va sortir du PDCI parce que la situation est devenue intenable. Avec ceux-là, comme on appelle, les protecteurs de l'ivoirité qui sont aujourd'hui en vogue. Et ce sont les injures aujourd'hui qui caractérisent et qui résument la vie du PDCI. Des femmes, je peux même dire qui valent même l'âge, comme on appelle, de nos mamans, qui sont même peut-être même des grands-mères pour certains. Aujourd'hui, ce sont ces femmes-là qui se sont transformées en insulteuses publiques, qui insultent les autres femmes qui ne sont pas d'accord avec les prises de position ou encore avec ce qui se passe au sein du parti. Et quand vous regardez ça, vous vous rendez compte que ce parti-là est un danger pour la Côte d'Ivoire. Et moi, je le dis, la façon dont Tidjane Thiam est un danger pour la Côte d'Ivoire, mais c'est de cette même façon-là que le PDC même est un danger pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce PDC-là ne peut pas créer, comme on appelle, une cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Si c'était le cas, on allait le savoir. Et vous avez même vu Jean-Yves, comme on appelle, Essis Esso, aujourd'hui, qui est sous la, comme on appelle, la sellette au PDCI, ils l'ont mis sur la touche parce qu'il est venu sur le plateau de NCI 360, mais il a dit qu'il n'était pas venu au nom du PDCI. Mais malgré ça, vous avez vu ce qui s'est passé. Suivez mon regard. On dit le singe là, quand il est en haut de l'arbre là-bas là, et puis il saute, il tombe là. Quand il se blesse là, il n'accuse personne. Hein. C'est pas quelqu'un qui l'a poussé. C'est pas quelqu'un qui l'a poussé. Mais ils peuvent tout dire du RHDP. Nous, on est d'accord avec ça. Parce que nous sommes le parti au pouvoir. Et tout le monde accuse le parti au pouvoir. Ça, c'est comme ça. La politique a été toujours ici en Côte d'Ivoire. Et donc, nous, on n'a pas de problème avec ça. Et donc, aujourd'hui, quand vous regardez un peu leur acharnement sur la CEI, moi, je crois que ça ne fait même pas, ça ne donne même pas à quelqu'un de dire j'ai allé faire un doctorat pour venir réfléchir si, comme on appelle, ce que ceux-là sont en train de faire, est-ce que vraiment ils ont raison? Mais comment est-ce qu'on peut réfléchir de cette façon-là? Dire que un président en exercice dont la Constitution lui a permis d'être candidat et d'être, comme on appelle, le président de la Troisième République, qui n'a qu'à à son premier mandat, on dit oui, il faut le radier de la liste électorale. Est-ce que ça fait sérieux? Est-ce que ça fait sérieux? Et c'est là, vous allez comprendre tout ce qu'on a
on a eu à dire ici sur le cas de cette opposition improductive très haineuse qui n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire, si ce n'est la désolation, vous allez comprendre que ceux-là, il y a longtemps, ils ne voulaient pas aller aux élections. Et que vous allez aussi savoir que la seule personne qui les gêne, c'est le président Alassane Ouattara. Parce qu'avec le président Alassane Ouattara, ils n'ont pas de chance. Ils ne peuvent même pas gagner cette élection-là. Ils ne peuvent pas gagner cette élection-là. D'où il faut créer les conditions d'un conflit. Mais c'est quelle institution sérieuse qui va prendre cette décision-là de retirer ou encore d'invalider la candidature d'un président dont la constitution, comme on appelle, la constitution qui est incarnée par le président du Conseil constitutionnel va prendre décision pour dire non, le président Alassane Ouattara n'est plus candidat. Mais est-ce que vous mesurez un peu la médiocrité de cette opposition? Et vous réclamez la radiation du président Alassane Ouattara et vous dites que ceux qui ont été frappés par la loi, qu'il faut les remettre sur la liste électorale. Quelle est cette contradiction? Ça veut dire que nous, on va vous le dire ici clairement, hein, on ne va même pas vous cacher. Ils ont préparé leur CNT. Celui qui ne veut pas entendre ça, moi je vais dire. Parce que s'il y a des choses à ça, on ne vous dit pas là. Demain, quand ça va arriver là, vous allez dire que non, on a été surpris. Ils ont préparé leur CNT. Mais comment faire pour légitimer leur CNT et pour donner, en tout cas, de la légitimité ou encore donner la force à leur CNT? Il faut chercher des alibis. Là où il n'y en a pas, il faut commencer à dire voilà ci, voilà ci, voilà ci. Mais attends. La Côte d'Ivoire n'est pas une république bananière. La Côte d'Ivoire fonctionne sur des lois. Quand on dit une république, mais c'est les lois qui font une république. Mais lesquelles lois qui doivent être appliquées à tous citoyens. Et ces lois-là doivent être respectées par tous les citoyens. Mais la justice ivoirienne, qui sait très bien qu'il n'y a même pas une seule raison qui peut tenir, qui va amener à dire que le président Alassane Ouattara, bon, ça, ce sujet-là même, c'est même pas un sujet même sur lequel même on doit débattre. Ce n'est même pas un sujet sur lequel on doit débattre. Comprenez que pour eux là, Alassane Ouattara quitte le pouvoir, nous on va s'asseoir. C'est comme ça, il faut comprendre la chose. Et moi, je vais encore rappeler des choses aux gens pour dire que quand vous voyez ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le secteur de l'éducation, où les gens tentent d'instrumentaliser, comme on appelle, les esprits, faire comprendre que le pouvoir n'a rien fait et que c'est le pouvoir du RDP qui est à la base de toutes les souffrances que les enseignants connaissent dans ce pays-là. Mais, on dit gouverner, c'est prévoir. Nous, on a chanté, on a parlé, mais nos voix ont été entendues et aujourd'hui, on respire mieux. Pourquoi moi, je l'ai dit? Imaginez-vous un instant que le pouvoir n'avait pas mis le nez creux suite aux événements qui se sont déroulés dans les cités universitaires et que, par notre détermination, on a réussi à convaincre le gouvernement de dissoudre ce monstre qu'on a appelé la FESI. Regardez un peu ce qui se passe. Vous-même, regardez l'atmosphère. Et c'est sur ça les gens comptaient pour venir, mélanger les choses et nous mettre dans une situation inconfortable. Et comme la FESI, qui est, qui est la pièce maîtresse de tous ces grèves-là, cette pièce maîtresse-là leur fait défaut. Du coup, ils n'ont plus cette capacité-là de troubler la quiétude des enseignants qui veulent aller à l'école ou encore des élèves qui veulent aller apprendre. Et ça, il faut vraiment féliciter le gouvernement pour ça.
On ne va pas vous cacher, hein, si la FESI était là, ce que nous sommes en train de dire, on n'allait pas avoir le temps de dire ça. Hein. On n'allait pas avoir le temps de dire ça. Et c'est ce que nous, on avait vu venir. Et le pouvoir a anticipé en dissolvant cette FESI-là. Et donc, franchement, si la FESI était là, malgré que la grève ne concerne pas la FESI, et comme c'est leur instrument, c'est ça qu'ils allaient utiliser pour déloger tous les élèves dans les différentes écoles. Et puis chercher à atteindre leur objectif, non qui n'est pas seulement la prime, non, mais de faire chuter ce pouvoir-là afin que Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Et puisque ils disent que Laurent Gbagbo est du corps enseignant. Mais quel paradoxe! Je dis bien quel paradoxe! Quelqu'un qui est du corps enseignant, qui n'est même pas prêt pour les enseignants et qui n'a rien fait pour les enseignants. Mais pour eux, là, ils disent que eux le préfèrent comme ça. Et donc, ils allaient utiliser donc la FESI pour paralyser toute l'école ivoirienne et mettre le pouvoir dans une situation très inconfortable. Vous voyez, raison pour laquelle on dit quand tu es surpris par le pouvoir, tu ne sais pas comment est-ce que tu vas gérer ce pouvoir-là et tu n'as même pas le temps d'observer les choses. Mais quand tu n'as pas été surpris par le pouvoir, tu sais anticiper. Gérer un pouvoir, il faut avoir de l'anticipation. Si tu n'as pas ce flair-là, tu ne peux rien gérer et tu ne peux rien réussir. Même que ça soit dans la famille que toi tu gères. Et donc, Dieu merci, nous avons un homme d'État qui n'a jamais méprisé, il ne serait que même le petit citoyen. Le président Alassane Ouattara n'a jamais méprisé un citoyen. Et il a été toujours à l'écoute de ses concitoyens, raison pour laquelle, et quand ça a commencé, sous le leadership du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, le président a demandé qu'il soit mis en place un comité consultatif. Et ce comité-là a permis aux enseignants et aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire d'obtenir des acquis. Mais au nom de quel, comment on appelle, d'une grève manifestement politisée, qu'on doit rompre tous ces dialogues-là et dire que tout ce que le pouvoir n'a rien fait, donc il faut aller au chaos. Vous comprenez un peu? Et donc c'est aussi ça, vraiment la force de frappe de ce pouvoir-là, qui sait très bien que tout ce qu'on appelle aujourd'hui les élites de notre pays, et même quand après on parle des polytechniciens, mais ils ont été formés ici en Côte d'Ivoire. C'est les enseignants qui l'ont fait. Personne ne nie les difficultés que les enseignants rencontrent. Il n'y a pas quelqu'un qui va le nier. Mais quand vous avez obtenu des acquis, chose que vous n'avez même pas pu obtenir avec le pouvoir précédent, mais il faut se remémorer et regarder dans le rétroviseur où nous étions, comment nous avons fait pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Mais comme tout est politisé, alors il faut balayer du revers de la main tout ce qu'on a vu comme acquis. Et donc aujourd'hui, ils tentent de jeter l'opprobre sur le gouvernement, mais alors que quand vous écoutez le directeur général de la fonction publique qui était hier sur NCI 360, mais vous comprenez en tout cas beaucoup de choses. Il y avait même deux syndicats qui étaient là, mais ils ont compris qu'on ne peut pas obtenir quelque chose dans la violence. Et la preuve même, tout ce qu'ils ont eu à obtenir là, eh ce n'est pas dans la violence, mais c'est dans la négociation que tout a été obtenu. Mais pourquoi rompre cette négociation-là et aller à la violence? Nos enfants qui sont aujourd'hui dans le collège qui veulent aller apprendre. Mais est-ce que pour des raisons, c'est-à-dire que moi-même je ne vois même pas la prime là. La prime n'est pas consignée dans comment on appelle, dans la Constitution ou encore dans le Code de la fonction publique. Est-ce que c'est une obligation? Ce n'est pas une obligation. Mais quand ce n'est pas une obligation et puis le pouvoir comment on appelle, vous a écouté, mais à un moment donné, il faut aussi donner en retour.
Le gouvernement ne peut pas toujours donner, mais vous, à votre niveau-là, vous avez quoi à donner en retour? Mais c'est cette garantie-là que vous devez donner en retour, puisqu'il y a eu, comment on appelle, une trêve qui a été signée. Mais comment vous signez et vous venez renier votre signature? Le gouvernement l'a dit, ce n'est pas que seulement les enseignants. S'il doit y avoir une prime, il faut que cette prime-là soit étendue, comme on appelle, aux autres secteurs. Parce que si on règle le problème des enseignants, il y a une corporation qui va se lever là-bas pour venir réclamer. Et on sera dans un cycle infernal de grève à n'en point finir. Donc, il faut prendre le temps d'analyser et étudier la question de sorte que quand la prime va être octroyée aux enseignants, que les autres corps-là puissent en bénéficier aussi. Mais l'argent ne va pas venir du ciel. Il faut aller chercher de l'argent. Et ça, la prime-là, la prime n'est pas comprise dans le budget du pays. Le budget de 2025, là, la prime n'est pas comprise. Donc, il faut faire, comme on appelle peut-être une réunion, un truc budgétaire, ajouter encore à ça pour pouvoir régler ces questions. Mais il faut que les gens entendent raison. Ceux qui les manipulent là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Je ne vais pas augmenter 5 francs sur le salaire de quiconque. Et donc, vous pouvez vous mettre à gréver. Et si vous vous mettez à gréver, le résultat que vous allez récolter, vous n'aurez pas vos salaires et je risque de vous radier. C'est passé sous crème. Les enseignants, les fonctionnaires, ils sont allés s'asseoir et ils ont applaudi. Ils ont dit oui, tu es un vrai président. Tu es un vrai président. Et nous, on est fiers de toi. Ils ont dit ça. Malgré qu'il l'a dit là, ils ont dit le lendemain, même d'autres enseignants ou bien d'autres fonctionnaires, d'habitude ils partaient comme on appelle 7h30, 8h au travail, non? D'autres sont allés à 5h du matin. Il ne faut pas partir. C'est Laurent Gbagbo qui a fait le son. C'est Laurent Gbagbo qui a fait le son. Et puis c'est passé. Il n'a pas augmenté 5 francs, mais ils sont allés à leur poste. Il a brandi l'épée, il a brandi la menace, mais en aucun cas, le président Alassane Ouattara, même une prime, il n'a jamais soulevé. Il n'a jamais soulevé. Et donc aujourd'hui, vous pensez que c'est un droit. La prime n'est pas un droit. La prime n'est pas un droit. Donc il faut arrêter ça. Et moi, je félicite et j'encourage les syndicats qui ont compris qu'il faut continuer le dialogue et ne pas s'associer à cette comme on appelle, grève manipulée, politisée par Laurent Gbagbo, de se dissocier. Et franchement, moi, je ne peux que leur dire félicitations. En même temps, dire au gouvernement d'accélérer les choses. D'accélérer les choses de sorte que chacun y gagne pour son compte. Mais, rien ne va s'obtenir dans le bras de fer. Il faut dire la vérité aux gens. Il ne peut pas faire bras de fer avec le gouvernement. Ce n'est pas possible. Donc, je crois que la politique s'est transportée là-bas. Et donc, ça va rester comme ça et rien ne va se passer. Donc, c'est vrai, il y a des communes, il y a des villes où effectivement, il n'y a pas eu cours. Mais est-ce que, quand on regarde le pourcentage, est-ce que ça peut empiéter ou encore ça peut impacter réellement sur le bon fonctionnement, comme on appelle des cours. Donc, je crois qu'il faut demander à ces enseignants-là de rentrer en caserne, comme on le dit dans le jargon militaire, qu'ils rentrent en caserne et tout s'obtient par la négociation. On n'a pas le droit comment on appelle, de dire que ce gouvernement-là n'a rien fait. Il n'a qu'à prendre la sous-région. C'est dans quel pays où ces enseignants-là, ou encore ces fonctionnaires-là, ont un 13e mois. C'est-à-dire que, en dépit de ce qui se passe, mais le gouvernement a dit oui,
on reconnaît vos efforts. Mais raison pour laquelle, quand on a, comme en fin d'année, en décembre ou janvier, nous, on va vous octroyer encore cette prime-là. Ils étaient tellement contents qu'ils ont même donné un nom à cette prime qu'ils ont appelée la prime ado. Mais quand vous regardez ça, est-ce qu'il faut être ingrat jusqu'à aller jeter tout? Et je crois que quand on parle de l'ingratitude, c'est la méconnaissance du bienfait. Quelqu'un te rend un service alors que ce service n'était pas obligatoire. Tu as un droit de reconnaissance envers cette personne-là. Et je crois que les enseignants de Côte d'Ivoire, tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont un droit, en tout cas, ont une dette de reconnaissance envers le président Alassane Ouattara. Je l'ai dit. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas commencé sous ce pouvoir-là. La Côte d'Ivoire a au moins 64 ans ou bien 62, je ne sais pas. Ça veut dire que le système éducatif n'a pas commencé sous ce pouvoir. Et on a vu, avec la construction de tous ces salles de classe, et comme on appelle les équipés, le recrutement, franchement, ce pouvoir-là fait trop. Ce pouvoir-là fait trop. Aujourd'hui, c'est devenu comme une vipère. C'est-à-dire qu'il est devenu, on peut s'amuser, comme on appelle, comme ça, et rien ne va se passer. Il faut regarder plutôt dans le rétroviseur. Et puis penser aussi aux autres pouvoirs qui sont passés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous enseignants? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous fonctionnaires? Beaucoup a été fait sous ce pouvoir-là. Nous ne disons pas que tout est fait. Mais nous, on dit beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Mais ce qui reste à faire, ce n'est pas dans la violence qu'on va obtenir ce qui reste à faire. C'est dans la négociation. Asseyons-nous et discutons. Et je crois que si nous comprenons la situation comme ça, on va y arriver. Ce pouvoir-là ne mérite pas ça. Je le dis honnêtement, ce pouvoir-là ne mérite pas ça. Il y a même eu ce qu'on appelait le recrutement des contractuels. On les prend et puis on va les former parce que le besoin est tellement pressant, donc il faut, comme on appelle, prendre des gens et puis le gouvernement a fait tout ça là. Il y a même des recrutements exceptionnels. Mais je ne sais pas comment la politique peut prendre le dessus sur ce qui doit être, comme on appelle, un truc simple. Et aujourd'hui, les gens sont fixes. Ils ont pris un jeune, on l'a mis dans la, comme on appelle, la maca. Mais pour lui, ce n'était plus une grève. C'était les tentatives de coup d'État. On les utilisait. Et moi, je vois des gens vous qui parlez là, est-ce que vous connaissez la vérité? Mais ils n'ont qu'à les prendre sa place. Vous ne connaissez pas là. S'ils sont vraiment... Oui, ils n'ont qu'à les prendre. Allez vous dites, bon, on n'a qu'à enlever l'autre là, on n'a qu'à moi-même me mettre dedans. Là, comme ça, on va savoir que vous aimez vraiment la personne. Mais effectivement, et donc il y a eu tellement de choses, et je crois que, allons doucement, pour régler les problèmes. Aujourd'hui, les enfants qui sont dans les salles d'examen, dans les classes d'examen, mais les jours qui ont été ratés, mais ils ne vont plus venir rattraper ces jours. Mais les épreuves qui vont être données là-bas, mais ceux qui font ça, ils ne vont pas tenir compte de ces grèves-là. Et ce sont ces enseignants, ces enfants-là qui seront pénalisés à la fin. Et donc, vraiment éclairé pour ne pas être long, vraiment, allons doucement. Et félicitations, comme on appelle, à tout le monde. Et ceux qui sont allés au cours, il faut les féliciter, les encourager. Et ceux qui sont encore dans la grève, il faut aussi les encourager à reprendre les cours, de sorte qu'on ne connaisse pas, en tout cas, un calendrier un peu vraiment coincé dans l'année scolaire. Puisque quand l'année débute déjà, le calendrier est déjà mentionné et tracé, mais quand il y a les grèves à répétition qui viennent, ça bouleverse, du coup ça bouleverse tout le calendrier et qu'il faut chercher à rattraper, et après ça pénalise nos enfants qui ont besoin, en tout cas, d'aller passer les examens sereinement afin, comme on appelle, de passer comme en classe supérieure. Mais je crois que franchement, il faut arrêter ça. Et moi, je dis merci. Et puis, il faut se calmer. La Côte d'Ivoire, en tout cas sur le plan sécuritaire, ça va.
le pays va bien et nous demandons à l'opposition d'arrêter de s'acharner sur la commission électorale indépendante qui fait bien son travail et qu'il aille sur le terrain convaincre les Ivoiriens de leur projet de société. Et ce n'est pas la CEI qui vote, comme le disait Laurent Gbagbo. Le rôle de la CEI, c'est d'aller récolter le résultat des votes des Ivoiriens et venir donner ça au Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel proclame les résultats. Donc la CEI ne vote pas et donc ce sont les Ivoiriens qui votent. Donc allez-y vers les Ivoiriens, allez-y leur dire, le RDP a fait, a construit un pont ici, mais quand moi je viens, je vais venir construire des ponts. C'est de ça que les populations ont besoin. Sinon, ce que vous êtes en train de faire là, la population ne vous écoute même pas. Et je profite en même temps pour terminer et féliciter le maire d'Issia, Karim Fani, qui était avec notre frère Koukoura sur le plateau de NCI 360, qui ont valablement... Ils ont fait du très bon boulot et même hier, j'ai appelé... Ils ont fait du très... Ouais. Hier, comme ça, j'ai appelé Koukoura pour le féliciter. Ils ont fait du très Franchement, bon boulot. Le travail était excellent, éclairé. C'est-à-dire que moi-même, j'ai ri jusqu'à... Je ne savais même plus où moi je me trouvais. De la chirurgie bien esthétique. Franchement, j'ai dit, un lavage à 500 vaseline. Et donc, jusqu'à... Vous avez vu, Steve Biko, il est sorti de lui-même. Tellement qu'ils ont piqué là où ça fait mal. Et franchement, félicitations à Koukoura et puis le maire Fanny. Donc, c'était propre. Franchement, c'était propre. Et vraiment, restons concentrés. Ne nous laissons pas distraire par ceux-là. Tout ce que je vous ai dit, c'est ça. Ils ont formé la CNT. Mais c'est l'alibi là qu'ils sont en train de chercher. Quand vous regardez le représentant, comme on rappelle, du COGEP, le porte-parole du COGEP qui était sur le plateau, lui qui n'a même pas un député, et Koukoura lui a rappelé, qui n'a même pas un seul député, c'est lui qui est devenu le plus virulent, jusqu'à ce qu'il dit que cette CEI-là va brûler la Côte d'Ivoire. Mais quand vous entendez ces mots-là, est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose dans votre esprit? C'est le CNT qu'ils ont fait. Regardez encore la sortie du préfet d'Abidjan, l'ex-préfet d'Abidjan, Toby Vincent. Donc quand vous regardez toutes ces actions, ce sont des actions qui sont coordonnées. Chers élèves de la classe, quand vous êtes ici, là, c'est pour apprendre, hein, c'est pour regarder très bien, puis être un bon observateur. Donc, quand vous regardez toutes ces sorties-là, vous allez comprendre. Vous avez vu le concert d'Aïcha Koné. Ça s'est transformé en meeting, non? Mais ça a été fait sciemment. Comme il n'arrive plus à convaincre, il n'arrive plus à mobiliser, du coup, il faut faire ça et puis venir porter la voix de Laurent Gbagbo là-bas. Et Gadji Soli en est l'illustration de ce que je suis en train de dire. Quand lui prend le micro et il dit mettez le nom de Gbagbo, et puis on dit joyeux anniversaire à Aïcha. C'est-à-dire qu'il faut ça, il mélange quoi? Joyeux anniversaire à Aïcha, mettez le nom de Gbagbo. Est-ce que ce qu'il dit là c'est faux? Ça a été fait. Jean-Taïb Benson, que moi je respectais, au regard de son parcours, je lui ai arraché tout mon respect hier. Lui aussi, il est venu et puis il a parlé. Donc, il n'a plus mon respect. Je dis bien, il n'a plus mon respect. Donc, voilà des gens qui devaient être aujourd'hui adulés par le pouvoir en place. Parce qu'ils ont tout donné à la Côte d'Ivoire. Culturellement, ils ont tout donné à la Côte d'Ivoire. Et ils devaient être des monuments de la culture ivoirienne. Mais ils ont choisi d'être du mauvais côté de l'histoire. Nous, on va leur faire ça propre. Donc, le concert d'Aïcha n'était qu'une tribune pour venir véhiculer la politique de Laurent Gbagbo et de demander en même temps que le nom de Laurent Gbagbo soit remis sur la liste électorale. C'est ce qui s'est passé. Sinon, quand vous regardez, c'était un gros poteau. Et ce sont les cadres du PPACE qui étaient là-bas. Parce qu'ils pensaient que les gens allaient partir, comme on appelle vraiment assez, et ils allaient avoir cette tribune-là. Et beaucoup de cadres, ce qui était prévu, tous les Sébastien Dano Djidji, ils allaient prendre la parole.
mais ça a été un fiasco. Félicitations à tous les Ivoiriens qui tiennent vraiment à la chose nationale, qui ont compris que nos soldats qui ont été pris au Mali, ils étaient partis en mission commandée et que ce sont des Ivoiriens, mais une citoyenne ivoirienne ne peut pas venir dire que ce sont des Maliens, ce sont des Burkinabés. Traiter nos soldats d'étrangers, non, ça c'était vraiment, non, c'était de trop. Donc c'était des Burkinabés. Et les Ivoiriens, oui. Pardon, allons doucement. C'était des Burkinabés. Oui. Mais ce sont les habitants de l'AES, non? Oui. Mais eux devraient les libérer puis les encourager. Si tu attrapes tes propres ressortissants, c'est que ce n'était pas des mercenaires. Alors. Puisque c'était des habitants de l'AES. Donc c'est ça. Et donc, l'Ivoirien qui est vraiment rattaché à ça, parce qu'on peut tout reprocher de l'Ivoirien. Quand l'Ivoirien n'est plus dans ton affaire, là, faut pas te fatiguer. L'Ivoirien dit n'est plus dedans, là, faut pas te fatiguer. Et ça, vraiment, on l'a constaté avec Aïcha. Issa Sangaré Yereso, que vous connaissez, il a fait un long test pour adresser à Aïcha. Donc, quand vous regardez ça, et beaucoup, donc le karma, il existe. Posons des bonnes actions pour ne pas, comme on appelle, être rattrapé par le karma là. Et je crois que il faut féliciter les Ivoiriens. Et vous avez vu, Meroui a fait un concert au parc des expositions. Les gens ont pris ces images-là pour coller à, comme on appelle, aux images d'hier. Mais ça n'a pas pris. On ne peut pas nous manipuler, nous on connaît. On ne peut pas nous manipuler. Et donc, je vais m'arrêter là et puis je dis merci beaucoup à tout le monde. Donc, demain sera un autre jour. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci à notre père Eric Bakayoko. Merci au Chao Gabriel Aubin Kwame. Merci à mère Salih Kone. Merci à mère Fiona Kora. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci à vous-même, le roi du printemps. Merci à ces milliers de personnes qui nous suivent sur TikTok, sur Facebook et qui vont continuer à nous suivre. Je salue aussi Irie Justin. Je salue notre père BV de Niédé. Et je salue vraiment tout le monde. Je vous dis merci. Je salue aussi le Chao Abou Koulibaly. Vraiment, tout le monde est salué. Tout le monde est salué. Et tous ceux qui prennent de leur temps pour venir partager leurs intelligences avec nous, à commencer par Mère Blanc, ainsi que tous ceux qui animent la plateforme Éclaireur Pro Vérité. C'est une plateforme intellectuelle. C'est une plateforme d'ouverture. Ici, les religions n'ont aucun sens. Les ethnies n'ont aucun sens. Seule la vérité domine. Tant que vous avez votre vérité, vous êtes à la bonne place. Je salue notre patriarche Martial Koulibaly, le patriarche Amara Bakayoko, et encore, je présente mes condoléances à la famille de notre illustre artiste, Amadou Bakayoko du Mali. Je salue notre mère Lou Hudson, je salue notre mère Fiona Kora et toutes ces personnes. Le roi du printemps, on vous laisse une minute pour nous faire la conclusion. Oui, bien avant, il faut dire à ce gars-là, il s'appelle comment même? Dikado Acho. Et ici, nous, on a déjà gagné notre bonheur, le président Hassan Ouattara, qu'on n'a pas besoin de vendeurs de bonheur ici. Donc, il faut l'enlever sur notre truc là. Je ne vois même pas même. Il s'appelle Dikado Acho. Ok, peut-être que ça va apparaître. Quand je verrai, je vais enlever. Nous, voilà, il faut lui dire qu'on n'a pas besoin de bonheur. Alassane Ouattara nous suffit. Non, on n'a pas besoin de bonheur. On peut être mouton comme ça. Alassane Ouattara nous suffit. Lui ne sait pas qu'il y a un rapport qui est sorti où on dit que la Côte d'Ivoire est le pays le plus heureux. Il ne sait pas ça. Nous, on a le rapport là déjà. On dit nous, les hommes les plus heureux de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous là, nous, on n'a pas besoin de bonheur. On est trop à l'aise. On est trop à l'aise. Faut nous laisser comme ça. Voilà, donc vraiment, je dis merci beaucoup à tous les élèves de la classe. Franchement, vous avez fait quelque chose de vraiment, je sais pas comment je vais qualifier ça, mais les jours à venir, vous le saurez. Et félicitations à toute la classe. Effectivement, avec le temps, ça se saura. Ouais, avec le temps, vous saurez le travail que vous avez fait. Franchement, vous-même, vous serez fiers. Et merci beaucoup aux parrains, Maris Koudou, qu'on va jamais finir de saluer. Franchement, il ne prend pas la parole, mais ce qu'il fait par derrière cette classe-là,
Vraiment, c'est énorme. On ne peut même pas quantifier ça. Et donc, je termine pour dire merci beaucoup à notre mère Fiona Koura. Bonne nuit à chacun. Merci. Merci à chacun et à chacune. Que la bonté de Dieu demeure en chacun de nous. Et je profite pour saluer aussi notre père, le Chao Sam Lachance. Et je ne vais pas oublier notre mère bien adorée, Ami Kwadio. Et merci à tous. Excellente soirée. Et bientôt, vous allez avoir les coupures des vidéos. Partagez-les comme jamais pour toucher encore les cibles. Merci. Sans modération. Sans modération. À consommer sans modération. À consommer sans modération. Comme le bandit non alcoolisé. Oui. Comme le bandit que Félix Houphouët avait. Comme le bandit de Félix Houphouët-Boigny. Consommez nos vidéos sans modération. Parce qu'il n'y a aucune éthanol là-dedans. Et donc, vous êtes bien partis. Et donc, merci beaucoup, le roi du printemps. Que le bonheur soit sur nos familles et que Dieu nous protège tous. Merci beaucoup. Merci. Merci.